Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une question qui revient souvent, en s'appuyant sur les documents et analyses qu'on a pu rassembler. Pourquoi apprendre le français aujourd'hui? Quelle est sa vraie valeur, au-delà des idées reçues? Oui, bonjour. Notre objectif, c'est d'aller voir ce que disent les faits, les études. On a des sources qui parlent de sa place dans le monde, de son utilité professionnelle, bien sûr. De la culture aussi, de ses effets sur nous, sur notre façon de penser même. Exactement. L'idée, c'est de faire une sorte de synthèse de tout ça, de voir ce qui ressort comme argument solide, pertinent pour notre époque. Alors commençons peut-être par ce qui frappe d'emblée dans les chiffres. Sa présence mondiale. On cite souvent les 300 millions de locuteurs. Oui, c'est un chiffre marquant. Mais ce que les documents soulignent, c'est surtout le statut officiel dans 29 pays. Et ça, sur tous les continents. Europe, Afrique, Amérique. Ce n'est rien. Non, effectivement, et c'est la 5e langue la plus parlée au monde. Ça donne une idée de son étendue réelle, bien au-delà de la France métropolitaine. On pense au Canada, bien sûr, mais aussi la Belgique, la Suisse, beaucoup de pays en Afrique. Sénégal, Côte d'Ivoire, la liste est longue. Et cette présence, comment elle se traduit concrètement? Surtout sur le plan professionnel. C'est souvent la question. Alors là, les analyses sont assez claires. C'est une langue de travail dans de très nombreuses organisations internationales majeures. On parle de l'ONU, de l'UNESCO, de l'OTAN, du Comité international de la Croix-Rouge. Donc, pour des carrières dans la diplomatie, l'humanitaire, les relations internationales. C'est un atout. C'est plus qu'un atout, d'après les témoignages et les analyses de parcours. Ça peut être un véritable avantage concurrentiel. Ça ouvre des portes, facilite les contacts, permet de mieux comprendre certains contextes. Et au-delà de ces grandes organisations, dans le monde des affaires plus classiques. Il y a aussi cet aspect. Il ne faut pas oublier le poids économique de la France, qui reste une économie majeure dans le top 10 mondial. Oui. Et puis, il y a des secteurs où la France et les pays francophones ont une réputation mondiale, voire un leadership. Le luxe, la mode, bien sûr, mais aussi l'aéronautique, l'agroalimentaire, la gastronomie. La fameuse French Touch. Voilà. Maîtriser la langue, dans ces domaines, ça peut vraiment faire la différence. Pour négocier, pour comprendre les nuances culturelles du marché, pour créer des liens de confiance. Et il y a aussi cette dimension diplomatique, historique, qui est mentionnée. Les notes rappellent que le français a longtemps été la langue de la diplomatie. Est-ce que ça a encore un poids aujourd'hui? Ça en a gardé un, oui. Moins dominant qu'avant peut-être, mais toujours significatif. C'est encore une langue importante dans les institutions européennes, par exemple, ou au sein de l'Union africaine. Beaucoup de traités, de textes fondateurs. Donc ce n'est pas juste un souvenir du passé. Non, pas seulement. Et si on relie ça à une perspective plus large, comme le font certaines analyses prospectives qu'on a consultées, on voit une certaine cohérence. Cette influence diplomatique, même si elle évolue, continue de soutenir le réseau francophone mondial et par ricochet, les opportunités professionnelles et le rayonnement culturel. Tout est lié en fait. C'est intéressant de voir cette cohérence. Passons peut-être à la culture. Là, c'est souvent l'argument numéro 1 qu'on entend. Qu'est-ce que les documents ajoutent de spécifique? Ce qui ressort fortement, c'est l'idée d'un accès direct. Lire Victor Hugo, Proust, Camus, dans le texte original, ce n'est pas la même chose qu'en traduction, aussi bonne soit-elle. Oui, on imagine qu'il y a une saveur, une musicalité qui se perd. Exactement. Pareil pour le cinéma. Voir un film de Truffaut, de Varda ou même des réalisateurs contemporains en version originale, ça permet de saisir toutes les subtilités du dialogue, du jeu d'acteur. Et la musique aussi, j'imagine. De Debussy à Stromae, comme le mentionnent les notes. Gastronomie, l'art de vivre. Apprendre la langue, c'est aussi une porte d'entrée vers la compréhension de cette culture au quotidien. C'est une immersion beaucoup plus profonde. Et cette immersion a des effets plus scientifiques, disons. Les documents parlent de bénéfices cognitifs. Oui, c'est un point fascinant. Plusieurs études, notamment une souvent citée de l'Université de Chicago, mais il y en a d'autres, suggèrent que le bilinguisme en général est excellent pour le cerveau. Comment ça? Ça améliore ce qu'on appelle les fonctions exécutives, la capacité à résoudre des problèmes, la flexibilité mentale, la mémoire de travail. Le fait de devoir constamment jongler entre deux systèmes linguistiques, ça entraînerait le cerveau. Et le français aurait quelque chose de particulier à ce niveau? Sa structure est présentée comme particulièrement stimulante. La grammaire avec les accords, les genres masculin-féminin qui n'existent pas en anglais par exemple, les nombreuses conjugaisons, tout ça demande une certaine gymnastique mentale. Une gymnastique exigeante, parfois. C'est vrai, mais c'est justement cette complexité qui serait bénéfique. Et il y a même des recherches, mentionnées dans nos sources, qui explorent un lien potentiel entre le bilinguisme pratiqué tout au long de la vie et un certain retardement de l'apparition de symptômes de déclin cognitif, comme la démence. Ah oui, c'est une piste très intéressante.
Ça donne une autre dimension à l'apprentissage. Tout à fait. Ce n'est plus seulement apprendre une langue, c'est aussi prendre soin de son cerveau, en quelque sorte. Restons dans le domaine de l'apprentissage. Les opportunités éducatives sont aussi mises en avant. Oui, la France et d'autres pays francophones ont des universités et des grandes écoles très réputées. La Sorbonne, Sciences Po sont souvent citées, mais il y en a beaucoup d'autres d'excellents niveaux. Et l'accès aux études, c'est souvent un frein pour les études à l'étranger. C'est un point intéressant des analyses. Les frais de scolarité dans le public, en France par exemple, restent relativement accessibles, surtout si on compare avec les systèmes anglo-saxons. Il y a aussi pas mal de bourses disponibles, notamment via Campus France. Donc, c'est une option réaliste pour beaucoup d'étudiants internationaux. Oui, et au-delà de l'aspect académique, c'est l'immersion culturelle et sociale totale que ça permet. Vivre et étudier dans le pays, c'est le meilleur moyen de maîtriser vraiment la langue et de comprendre la culture de l'intérieur. Et cette immersion, elle sert aussi pour voyager, évidemment. Bien sûr, c'est directement lié. La France est la première destination touristique mondiale. On le sait, Paris, la Tour Eiffel, le Louvre, Les incontournables. voilà. Mais parler français ouvre tellement d'autres portes. Voyager au Québec et pouvoir discuter avec les locaux, découvrir le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, la Suisse, la Belgique. En comprenant la langue, ça change radicalement l'expérience. On n'est plus juste un spectateur. Exactement. On peut avoir des conversations plus authentiques, lire les journaux locaux, comprendre les menus sans aide, demander son chemin facilement. Ça rend le voyage beaucoup plus riche et gratifiant. On sort des sentiers touristiques. Un autre point un peu plus technique qui est soulevé, c'est le français comme passerelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait référence au fait que le français est une langue romane, issue du latin, comme l'espagnol, l'italien, le portugais, le roumain. Ah oui, la même famille de langues. C'est ça. Et donc, apprendre le français donnerait des bases solides, des similarités de vocabulaire et de structure grammaticale qui faciliteraient ensuite l'apprentissage des autres langues romanes. C'est comme débloquer une partie de la carte linguistique. C'est logique. Et pour ceux dont la langue maternelle est l'anglais, Il y a un avantage particulier là aussi, rappelé dans les notes. À cause de l'histoire, notamment la conquête normande de l'Angleterre, on estime que près de 50% du vocabulaire anglais actuel a une origine française ou latine. la moitié, c'est énorme. Oui. Donc pour un anglophone, beaucoup de mots français sont reconnaissables, même s'il faut faire attention aux faux amis, bien sûr. Mais ça donne un coup de pouce non négligeable au début. Le français est vu un peu comme une clé qui ouvre l'accès à un vaste patrimoine linguistique, latin et romain. On a parlé du pro, de la culture, du cerveau, des voyages. Mais il y a aussi une dimension plus personnelle, non? L'apprentissage en lui-même. Absolument. Les témoignages personnels qu'on a pu consulter insistent beaucoup là-dessus. Apprendre le français est souvent décrit comme un défi. Ah ça, oui. La prononciation, les R, les voyelles nasales. La grammaire, les exceptions, c'est un parcours qui demande de la patience, de la discipline. Mais c'est présenté comme un défi positif. Oui, très. Un défi gratifiant. Franchir les étapes, réussir à construire ses premières phrases, tenir sa première conversation. C'est une source de fierté, ça renforce la confiance en soi, la résilience face à la difficulté. On apprend sur soi en apprenant la langue, en quelque sorte. C'est exactement ça. Ça développe aussi l'empathie, l'ouverture à d'autres façons de voir le monde, l'adaptabilité. C'est une vraie aventure de développement personnel. Et pour ceux qui seraient tentés par l'aventure, mais qui appréhendent les difficultés, notamment la prononciation ou la grammaire, les documents donnent des pistes. Oui, il y a des conseils pratiques qui reviennent. Pour la prononciation, l'importance de l'écoute active, films, chansons, podcasts, justement, comme Inner French, qui est souvent cité, et l'utilisation d'outils spécifiques comme Forvo pour entendre la prononciation des mots par des natifs. Et pour la grammaire qui fait souvent peur, L'approche suggérée est souvent d'apprendre en contexte plutôt que par des listes de règles abstraites. Utiliser des applications comme Duolingo ou Babel pour les bases, des cartes mémoire comme Anki pour le vocabulaire, mais surtout, essayer de lire et d'écouter des choses qui nous intéressent. Et pratiquer. accepter de faire des erreurs, j'imagine. C'est crucial. La peur de l'erreur est un frein majeur. Les sources insistent sur l'importance de trouver des communautés de soutien, des partenaires d'échange linguistique ou de suivre des cours comme ceux de l'Alliance française pour oser parler. La clé, c'est la régularité, même 15-30 minutes par jour, et la persévérance. Transformer les obstacles en occasion d'apprendre. C'est une bonne philosophie. Terminons par une projection vers l'avenir. Un élément qui ressort fort des analyses prospectives, c'est la démographie. Oui, c'est un point très frappant.
Les projections indiquent que le nombre de francophones pourrait atteindre 700 millions d'ici 2050. 700 millions. Waouh, c'est plus du double d'aujourd'hui. Exactement. Et cette croissance serait très largement portée par le continent africain, où le français est langue officielle ou co-officielle dans de nombreux pays et où la population est jeune et en pleine expansion. Quelles sont les implications de cette évolution? Elles sont potentiellement énormes. Ça suggère un poids économique, politique et culturel croissant de l'espace francophone, avec un centre de gravité qui pourrait de plus en plus se situer en Afrique. Apprendre le français aujourd'hui, c'est aussi se positionner pour cet avenir. C'est une compétence stratégique, donc. C'est comme ça qu'elle est présentée. D'autant que les documents soulignent aussi le dynamisme de l'écosystème technologique en France et dans certains pays francophones. Intelligence artificielle, aérospatiale, start-up. Le français n'est pas seulement une langue de culture ou de diplomatie historique. Elle est aussi ancrée dans l'économie de demain. Oui, elle est bien vivante et pertinente pour l'avenir. Alors si on essaye de récapituler tout ça, qu'est-ce qu'on retient de cette plongée dans les arguments pour apprendre le français? Ce qui me semble essentiel, c'est que ça dépasse largement le simple apprentissage d'une langue étrangère. C'est vu comme un investissement global, Global, c'est-à-dire? intellectuel, avec les bénéfices cognitifs, professionnel, avec les opportunités de carrière à l'international ou dans certains secteurs, culturel, par l'accès direct à une richesse immense, et personnel, par le développement de compétences comme la résilience et l'ouverture d'esprit. Donc bien plus qu'une langue, c'est un outil multiple. C'est ça, un outil de connexion au monde, d'opportunité, de stimulation intellectuelle et de croissance personnelle. C'est une vision assez complète qui se dégage de l'ensemble des sources. Et pour laisser nos auditeurs avec une dernière pensée, une piste de réflexion qui va un peu au-delà de ce qu'on a dit, Peut-être une question qui découle de cette démographie galopante et du dynamisme africain mentionné dans nos sources. Comment est-ce que ce déplacement progressif du centre de gravité de la francophonie pourrait, à terme, non seulement influencer l'évolution de la langue française elle-même, avec de nouveaux mots, de nouvelles expressions, mais aussi potentiellement contribuer à redessiner certains équilibres culturels, voire économiques, à l'échelle mondiale? C'est une perspective fascinante à observer dans les décennies à venir. Thanks for joining us. If you enjoyed this episode, please subscribe, like, and share with your friends.